Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et quand la drogue frappe, et quand les dealers sont là, vous savez, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an pour les deals des différentes drogues, du cannabis à l'héroïne, en passant par tout le reste, eh bien, parmi les consommateurs, parmi les millions de consommateurs, il faut le dire, il y a des députés. Et il y a eu un député qui a été pris en flagrant délit d'achat de drogue. De quoi s'agit-il? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Je ne sais pas si Andy Kerbrat, député France Insoumise de Loire-Atlantique, son dealer lui a dit oui. En tout cas, lui, il a dit oui puisqu'il a été reconnu, il a reconnu lui-même avoir été contrôlé alors qu'il achetait de la 3-MMC. D'ailleurs, il est à la disposition de la justice et il veut entamer un protocole de soins pour soigner son addiction. Voilà, lors du contrôle, les policiers ont en effet trouvé 1,35 grammes de 3-MMC, une drogue de synthèse. Alors, son vendeur, un adolescent mineur, avait 1 gramme de 3-MMC et 200 €. Alors, c'est quoi la 3-MMC, allez-vous me dire? Par curiosité, bien sûr. La 3-MMC, eh bien, c'est la cocaïne, je ne dirais pas du pauvre, mais elle est à la cocaïne ce que les hoodlums sont au caviar. Selon l'Observatoire des Français des drogues et des tendances addictives, cette molécule se présente principalement sous forme de poudre dont les propriétés sont similaires aux amphétamines, vous voyez, des excitants. Les chemsexeurs, vous savez, attribuent souvent à la 3-MMC des propriétés aphrodisiaques facilitant les rapports sexuels. Alors les chemsexeurs sont ceux qui effectivement utilisent les drogues pour le sexe, augmentation du désir, etc. Alors si le coût de la 3-MMC est bien inférieur à celui de la cocaïne, en 30 et 40 degrés le gramme, contre pour la cocaïne 50 à 70%. Voilà. Donc ce député insoumis a été effectivement attrapé en flagrant délit de consommation, bien sûr. Il a reconnu, il assume. Alors, première chose, avant de parler des sanctions avec l'avocat d'Ilan Slama et de ce qu'il risque, ce qui est intéressant, c'est que voilà, pose tout de suite et poser la question, est-ce qu'un député représentant de la nation, qu'est-ce qu'il doit faire dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit démissionner? Est-ce qu'au contraire, après tout, à tout péché miséricorde, il y a énormément effectivement de gens qui s'adonnent aux drogues, hélas. Et alors, que faut-il faire? Alors, réaction évidemment partout. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il doit tirer les conséquences de ses actes. Le député Anglade, macroniste, tout le monde lui trouve des excuses. Pas normal, on n'a pas sa place à l'Assemblée quand on a été arrêté par la police. Si j'étais lui, j'assumerais. Jacobelli qui ironise en disant pourquoi il s'est pas fourni chez son collègue Louis Boyard. Il avait été reconnu vendu du cannabis. Et les autres qui disent ah non, c'est pas normal, absolument pas. Andy peut-être, eh bien Andy, dis-moi oui et reste à l'Assemblée. C'est le cas de Sandrine Rousseau. Voici ce qu'elle disait, Sandrine Rousseau. Donc il doit rester en poste. Il doit rester en poste et continuer à incarner l'exemplarité. Oui, il doit rester en poste et il doit au contraire incarner un autre discours sur la consommation de drogue. Je rappelle que la France est un des pays, si ce n'est le pays qui a la législation la plus dure sur la drogue des pays de l'OCDE. Et en fait, nous sommes parmi les pays les plus consommateurs. Donc il faut sortir d'un tout répressif. Je sais que c'est difficile à entendre. Je sais que c'est à revers de tout ce qu'on fait en France depuis des années. Mais la politique répressive de la France en matière de drogue est non seulement un échec, mais en plus elle met en danger les personnes. Voilà, alors je ne sais pas si elle est pour la légalisation de la drogue, en tout cas du 3-MMC par exemple, ou de la cocaïne, Sandrine Rousseau, mais voilà, elle prend le parti absolument. Et alors, quand même, il y a quelque chose quand même qu'il faut relever, c'est qu'il y a eu le 11 octobre, il y a donc même pas 10 jours, une proposition de résolution
pour une stratégie nationale de prévention sur le chemsex. Voilà, déposé le 11 octobre. Et parmi les co-signataires, il y en a plusieurs dizaines, qui on retrouve Monsieur Andy Kerbrat. Et oui, il a co-signé effectivement une proposition de résolution déposée à l'Assemblée nationale pour la prévention du chemsex. Et voilà-t-il pas que lui-même achète une drogue qui est très 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 bonne, paraît-il, pour les chemsexeurs. Voilà. C'est intéressant quand même de voir cette espèce de formidable discours. Ah là là, la drogue c'est pas bien, prévention, prévention. Mais moi je consomme, moi je peux consommer. Je suis député. Et la même Sandrine Rousseau, alors ce qu'elle trouve à dire, mais il n'est pas seul, Andy Kerbrat, arrêtez d'en faire un bouc émissaire, écoutez ce que dit l'inénarrable, merveilleuse Sandrine Rousseau. Il y a d'autres problèmes d'addiction dans l'hémicycle, je dirais, il n'est pas le seul. Ça veut dire quoi ça? Il y a de l'addiction à l'alcool et il y a probablement d'autres addictions aux drogues. Et qu'en fait, faut pas être naïf sur le sujet. Il y en a dans l'hémicycle, il y en a ailleurs. Alors attendez Sandrine Rousseau. Donc si je comprends bien, quand on entend les débats au Palais Bourbon, et de temps en temps on entend des... Et on voit quelques mains commencer à passer sous quelques narines. Vous subodorez comme ça qu'il y en a beaucoup à l'Assemblée nationale? Ah non, c'est grave. Non. Écoutez, précisez votre pensée, donnez des noms, ou alors quand même, c'est sulfureux tout ça, c'est sulfureux. Mais au-delà de ça, au-delà des doubles discours, au-delà de tout ça, ça prouve que vraiment c'est intéressant de voir que quand on arrête un représentant de la République, on l'arrête, attention, qu'on le surprend en train de consommer, je voudrais savoir est-ce qu'il risque différemment d'un consommateur lambda ou pas. Bonjour Dylan Slama. Bonjour. Bonjour maître, vous êtes avocat et je voudrais savoir que risque effectivement un consommateur, on parle beaucoup des dealers, etc. Quand vous êtes surpris en flagrant délit ou pas d'acheter de la drogue, quelle qu'elle soit d'ailleurs, enfin ce qu'on appelle la drogue, à un dealer. Qu'est-ce que nous risquons? Et qu'est-ce que risque, maître? Alors, déjà, il y a deux choses, parce qu'il y a une réponse pénale, mais une réponse médicale. Je sais que votre question porte sur le plan pénal, mais il faut quand même rappeler que sur le plan médical, lorsqu'on consomme des stupéfiants, ce qu'on risque, c'est l'overdose, ce qu'on risque, c'est l'addiction, et ce qu'on risque, c'est la mort. Ça, c'est la réponse médicale. Mais je la rappelle quand même, parce qu'on le met souvent. Maintenant, votre réponse, je suppose, portait sur l'aspect pénal des choses. Oui. Et là aussi, je suis obligé de faire une réponse qui est un peu double, parce qu'il y a un aspect théorique et un aspect pratique. L'aspect théorique, c'est qu'on risque une peine d'emprisonnement ferme. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'on ne risque pas grand-chose. Si on n'est que consommateur aujourd'hui, il faut dire la vérité, les consommateurs ne sont pas ou peu poursuivis et très souvent ça se finit en classement sans suite, sauf si on est dans des consommations absolument dingues ou alors qu'au contraire il y a des conséquences que ça crée un comportement qui lui-même est nuisible pour la société. Dans ce cadre-là, on peut être condamné pour l'usage, mais j'ai envie de dire on sera condamné pour l'ensemble de l'œuvre. C'est-à-dire l'usage de stupéfiants pendant qu'on conduit ou alors qui est suivi de violence ou d'une agression sexuelle ou autre. Voilà. Mais la simple consommation, si vous voulez, le fameux petit joint du samedi soir dont parlent les ministres régulièrement pour dire que ce joint a le goût du sang sur le trottoir, c'est peut-être vrai, encore que c'est une formule de style. Oui. Il faut dire la vérité. Moi, je suis avocat pénaliste, j'ai encore jamais eu à défendre un client qui a été convoqué au tribunal simplement pour usage de stupéfiants. Très souvent, ils sont appelés au commissariat, on leur pose quelques questions sur leurs fournisseurs, et à partir du moment où ils répondent aux questions sur les fournisseurs, au revoir monsieur et merci. Tout va bien. Alors justement, Sylvain Slama, c'est intéressant. Et c'est valable aussi bien pour le joint du samedi soir, comme vous dites, que pour la cocaïne ou pour le 3-MMS et autres. C'est-à-dire que si on attrape quelqu'un, mettons, pour être tout à fait précis, en train d'acheter de la cocaïne, c'est la même, pratiquement, c'est le même résultat, peu ou pas d'inculpation. Exactement. Ouais. Si on le prend en train d'acheter, on va plus s'intéresser au vendeur qu'à l'acheteur. Et le cas échéant, si on s'intéresse à l'acheteur, c'est juste pour lui présenter une planche photographique, on va lui demander de reconnaître le visage de l'acheteur, de confirmer son identité et son numéro de téléphone. S'il répond correctement, au revoir et merci. Si jamais il souhaite ne pas répondre, là, éventuellement, on lui fait miroiter des ennuis judiciaires, mais même ces ennuis judiciaires-là, ça se termine par une ordonnance pénale, ça veut dire vraiment l'échelon le plus bas de la sanction pénale, et très souvent, ça peut être une simple amende. Alors, mais c'est très intéressant ça, parce que alors là, je m'adresse aussi bien à l'avocat,
à l'homme du droit et aux citoyens. C'est-à-dire qu'on combat les dealers, et on sait très bien ce que ça donne, on va encore en parler, les meurtres deviennent une espèce d'habitude presque quotidienne, les règlements de compte et terrains de dealers. Mais les principaux responsables, alors ne sont-ils pas les consommateurs? Est-ce que, alors le consommateur, qui est quand même, s'il y a de l'offre, c'est qu'il y a de la demande, et ô combien de la demande. Donc les demandeurs, eux, il n'y a pas de problème. C'est un des points de la balance, non? Sur les demandeurs et sur les consommateurs, il faut quand même rappeler une chose, j'ai un peu commencé par là, c'est que l'addiction, c'est aussi une maladie, et si vous voulez, c'est aussi une addiction qui a un aspect médical. Donc on peut effectivement jeter l'opprobre sur eux, mais c'est faire fi, et on en avait beaucoup parlé au moment de l'affaire Palmade, alors qu'on semble aujourd'hui avoir oublié, c'est une maladie, c'est une dépendance, et il faut la traiter comme telle. Et à mon avis, il ne faut pas la traiter d'un point de vue moral, parce que cet élément moral est totalement inefficace sur les gens qui consomment des stupéfiants et qui très souvent en souffrent. Non, mais attendez, maître, je suis d'accord avec vous, on ne traite pas du point de vue moral, mais ça veut dire qu'ils n'ont aucune responsabilité. Ça veut dire que, oui, je suis une victime, voilà, vous comprenez, je suis addict, c'est comme ça. Mais on fait fi, c'est pas de la morale, ça. La responsabilité à ce moment-là est la même que celui qui achète un produit made in China, et on sait parfois dans quelles conditions sont réalisés les produits qu'on achète en Chine et quelles sont les raisons de travailler là-bas. La même responsabilité qu'un individu qui prend l'avion et on va lui dire, monsieur, vous avez une part de responsabilité dans le réchauffement climatique. Vous voyez, ça veut dire qu'on peut dresser un lien, mais il est tellement ténu qu'en réalité, le lien de cause à effet, je pense, n'est pas si évident que ça. Mais si vous reprochez à quelqu'un les trafics de stupes parce qu'il fume un joint, il faut reprocher à quelqu'un qui prend l'avion 10 fois par an le réchauffement climatique. Non, mais attendez, vous savez très très bien, vous l'avez dit vous-même, je risque pas la mort chaque fois que je prends l'avion, je risque pas la mort chaque fois que j'achète un produit chinois quand même. Faut quand même raison garder un tout petit peu. Hein. Non, mais là vous m'interrogez sur les conséquences et sur le lien au réseau, pas sur les conséquences sur l'individu. C'est deux choses différentes. Non, je comprends. L'individu, elle peut être je comprends. Vous m'interrogez sur le lien au réseau et au trafic de stupes. Ensemble. Oui, mais le lien au réseau, le trafic de stupes, c'est qu'il y a vous l'avez dit vous-même, il y a la mort là. Ce que je veux dire, non mais le responsable, c'est-à-dire que moi, ce qui me gêne, et je vous assure que c'est pas moral, ce qui me gêne, c'est que bien sûr que il faut attaquer les deals et le dealer d'abord parce que c'est lui qui propage et c'est lui qui évidemment le vendeur, le marchand, mais dire que effectivement si je consomme, écoutez, je suis une victime, j'ai aucune responsabilité, ça me paraît un peu aller vite en besogne. Mais enfin, c'est mon avis personnel. Oui, non, mais je suis d'accord. Non mais on peut mettre de la nuance là-dessus, mais il y a aussi un autre point de vue qui est un autre élément qui est beaucoup plus prosaïque et vraiment très logistique, c'est que si vous mettez en prison toutes les personnes qui consomment des matières stupéfiantes et interdites en France, il va falloir construire beaucoup de places de prison. Non mais attendez, entre la prison et rien du tout, il y a aussi des nuances, mes chers maîtres, vous le savez. Non mais c'est ça qui est extraordinaire, vous me dites tout de suite la prison. Qu'est-ce que ça veut dire la prison? Ça veut dire que je dis qu'on est en train de dire que les gens n'ont aucune responsabilité. Il y a peut-être une amende, non, ce serait peut-être pas mal que quelqu'un qui est attrapé à consommer paye une amende. Il n'y a pas que la prison dans la vie. Moi, je vous assure, ça m'énerve d'avoir cette culture de la victime. On est innocent, on n'a rien, tout va bien, je consomme, et voilà, mon pauvre, je suis un pauvre type, et après, je vais fracasser 3 personnes dans une voiture, mais je suis une victime. Ah, maître, ne me dites pas ça, ça suffit quand même. J'ai pas prononcé le mot victime, mais je dis juste, mais d'un point de vue plus pratique, que quelqu'un qui est addict à la matière stupéfiante, pouvez lui mettre une amende, ça ne changera pas son comportement. Voilà, c'est clair. Oui, je suis d'accord, il faut se faire soigner. Pas son comportement. Je suis d'accord. Donc si vous voulez, ça fait plaisir à tout le monde parce qu'on a l'impression de mettre de la sévérité, de la rigueur, voire de la répression. On peut se faire plaisir en disant amende. La vérité, c'est que quelqu'un qui est addict à la matière stupéfiante, il va pas s'arrêter parce qu'il a encore une amende de 100, 200 ou même 500 euros. Oui, vous voulez dire donc, en fait, je suis d'accord avec vous, il faut le soigner, et il faut soigner. Il faut le soigner, il faut faire de la prévention, il faut s'y prendre très jeune, il faut effectivement taper très haut et peut-être plus fort ceux qui sont un peu plus haut dans la hiérarchie, bien évidemment. Il y a des choses à faire, je suis pas en train de dire restons les bras croisés, mais on néglige trop l'aspect préventif et médical de l'addiction à la matière stupéfiante qui est extrêmement importante. On a trop pendant longtemps fait passer ça pour un truc assez cool, assez sympathique, dans les émissions de télé, etc. Et ça, c'est problématique, et ça doit changer. Eh bien, là-dessus, nous sommes d'accord. Merci, Maître Slama. Merci pour vos exercices. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.